Nouveaux éléments dans le mystérieux décès du couple retrouvé sans vie à Petit-Bourg. Les enquêteurs privilégient désormais la piste de l'asphyxie au monoxyde de carbone. Vous en saurez plus avec le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter. Et les chiffres du commerce extérieur de la Guadeloupe sont inquiétants. 796 millions d'euros de déficit, selon la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les explications de Bénédicte Jourdier. Et nous découvrirons enfin les maillots de bain de Sylviane, une créatrice aux mains de fée qui a décidé de remettre au goût du jour le crochet. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. Un homme a perdu la vie hier soir au niveau de la section d'Uto, au Moule, dans un accident de la route impliquant 3 véhicules. Il s'agit d'une collision qui a fait plusieurs blessés. Un mort qui élève à 23 le nombre de personnes qui ont déjà trouvé la mort sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Et la piste criminelle a finalement été écartée. Roland Rouillard et Gerty Posvit, le couple qui avait été retrouvé dans une maison à Petit-Bourg le 26 avril dernier, serait mort asphyxié au monoxyde de carbone. Les précisions de Nathalie Dinane sur les images de Moïse Dexter. Roland Rouillard et Gerty Posvit seraient, selon les derniers éléments de l'enquête, décédés dans leur sommeil d'une asphyxie au monoxyde de carbone. La défaillance d'un groupe électrogène en serait la cause. Le 25 avril, l'homme et la femme avaient été retrouvés morts dans une habitation route de Versailles à Petit-Bourg, en position allongée. L'unité d'enquête et d'intervention de la brigade de recherche avait alors recueilli les témoignages, procédé au prélèvement et aux perquisitions d'usage. Les corps ne présentaient aucune blessure, aucune trace de violence et la maison aucune effraction. Quelques jours plus tard, du côté du parquet, la question du suicide par empoisonnement ou d'homicide par substance était posée. Après l'autopsie des corps et de nouvelles vérifications sur place, l'enquête s'oriente maintenant vers une mort par asphyxie. Le mystère sur le double décès se lève peu à peu, 8 jours après le drame, au moment même où se déroulaient les obsèques de Roland Rouillard mardi et de Gerty Posvit hier mercredi. 796 millions d'euros, c'est le montant du déficit commercial de la Guadeloupe, selon une récente étude de la DIECT, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le commerce extérieur avec les pays étrangers reste, comme les années précédentes, très limité pour les exportations et très déséquilibré. Les explications de Bénédicte Jourdier. 796 millions d'euros, c'est la valeur des importations au cours de l'année 2014. Contre 38 millions d'euros pour l'exportation, un chiffre en baisse qui donne donc un solde extérieur du territoire largement négatif de 758 millions d'euros. Le taux de couverture atteint 4,7% et n'a pas dépassé les 5% depuis 7 ans. Ces chiffres liés aux importations concernent uniquement les échanges directs de la Guadeloupe avec les pays étrangers. L'une des raisons principales de ce déséquilibre, la dépendance énergétique. L'archipel importe beaucoup de produits pétroliers de l'étranger et de produits automobiles pour une valeur supérieure à l'ensemble des exportations. Quant aux principaux produits exportés en 2014, ils concernent dans l'ordre les produits pétroliers raffinés, les déchets industriels, puis les navires et bateaux. L'exportation de matériel électrique a déçu à l'export en 2014 puisque des projets de construction aéronautique en 2013 n'ont pas été reconduits l'année suivante. Les produits de la construction automobile ainsi que les articles de sport, jeux, jouets, produits manufacturés divers enregistrent par ailleurs un volume d'exportation supérieur aux millions d'euros. Les échanges restent orientés principalement vers l'Europe, hors métropole, et les États-Unis, à la fois pour les exportations et les importations. Alors que les échanges commerciaux avec les pays de la Caraïbe restent faibles, le principal acheteur de produits guadeloupéens dans la zone Caraïbe, c'est Haïti, pour les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Même problématique, même combat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'île de la Réunion est de passage chez nous. Il apportera son soutien aux acteurs du BTP. Ibrahim Patel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le vice-président du Conseil régional de la Réunion. Vous dénoncez une certaine forme de technocratie au sein du gouvernement français. Cela empêche-t-il, selon vous, des prises de décision plus rapides pour l'outre-mer ?
Soyons vigilants effectivement sur la technocratie. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a deux états d'esprit effectivement au niveau de notre gouvernement. Le ministère de l'Outre-mer qui a une commande politique et BSI effectivement qui a une vision différente. Mais cette technocratie malheureusement ne fait qu'affaiblir les entreprises de la Guadeloupe ou des DOM sur l'agrément fiscal. Je vous donne un exemple sur l'agrément fiscal par rapport à la défiscalisation. Des retards effectivement s'accumulent. La LBU, le nombre de logements effectivement qui sont construits, beaucoup, je veux dire, pour la Réunion plus de 20%, pour la Guadeloupe autant, mais ça fait tous ces logements effectivement qui ne se construisent pas, ici même en Guadeloupe, c'est quand même par ricochet les petites entreprises de sous-traitants qui restent quelque part fragilisées. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les acteurs du BTP à La Réunion sont confrontés aux mêmes difficultés qu'en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ici, ils menacent de se mobiliser. On sait que faut-il s'attendre à une mobilisation également à La Réunion qui serait peut-être relativement plus calme que les grandes révoltes qui ont eu lieu il y a quelque temps? Vous savez, avant toute mobilisation, il faut instaurer le dialogue. Il faut instaurer le dialogue effectivement avec le gouvernement. Mais si nous arrivons aujourd'hui à mutualiser effectivement nos moyens, nos efforts, et de parler d'une même voix entre la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique, parce que nous avons les mêmes problèmes que le monde du BTP. Faisons entendre notre voix. Et je suis persuadé effectivement que la raison et la sagesse l'emportera au niveau du gouvernement, parce que n'oublions pas que la commande politique vient quand même du président de la République et que BSI, quelque part, doit tenir compte de cette commande politique. Vous privilégiez donc le dialogue avant la mobilisation ? Tout dialogue est nécessaire avant toute mobilisation. Si le dialogue ne s'instaure pas, après on pourrait comprendre effectivement qu'il y a une mobilisation qui doit s'installer. Alors, vous avez déjà rencontré le préfet, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus. Dans quel domaine notre région peut-elle coopérer avec la vôtre? Vous savez, la région a quand même trois compétences à mes yeux. Il a la compétence effectivement dans le domaine économique, dans le domaine de la formation et autorité de gestion effectivement sur le FEDER, donc le Fonds européen. Alors qu'à l'inverse, la Chambre de commerce a toute une compétence dans la gestion des entreprises et dans l'accueil et l'accompagnement des entreprises. J'ai sollicité le président de région pour lui demander qu'un partenariat soit encore de plus en plus fort avec les chambres consulaires, donc la Chambre de commerce et même la Chambre des métiers, pour que ces deux entités aujourd'hui puissent accompagner les entreprises d'une manière plus efficace. Il est également question, je crois, de l'apprentissage. Alors, je lui ai expliqué effectivement, le président de région, que nous avons mis en place avec l'État sur les mineurs, donc de 16 à 18 ans, le coût zéro dans l'apprentissage. Et la région Réunion, nous avons effectivement mis en place le coût zéro, donc je la prise en charge de l'ensemble du salaire de l'apprenti sur la première année du 18 à 21 ans. Le président de région, effectivement, avait déjà cette information. Le préfet que j'ai rencontré, nous lui avons fait savoir que c'est une décision de l'État. Donc, l'État va instaurer le coût zéro, effectivement, en Guadeloupe. Et le président de région va se faire emboîter le pas, effectivement, sur les 18-21 ans, concernant l'apprentissage aussi pour les jeunes en Guadeloupe. Autre dossier important pour la Guadeloupe, et pas uniquement pour la Guadeloupe, celui de la canne, avec la fin des quotas sucriers très bientôt. Quelle contribution la Réunion peut-elle apporter pour sauver cette production ? Vous savez, s'il n'y a pas de compensation au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, ça va être une catastrophe économique. La canne, à La Réunion, emploie plus de 10 000 personnes. Aujourd'hui, ça veut dire que plus de 10 000 personnes aujourd'hui vont se retrouver sur le carreau, pas seulement La Réunion, mais aussi, je dis, la Guadeloupe est concernée, la Martinique, la Guyane est concernée. Nous sommes effectivement une île et nous savons tous que nous avons à peu près les mêmes cultures, donc la canne en font partie. Donc il faut aussi, sur ce sujet, trouver la possibilité de compensation au niveau aujourd'hui de l'État, parce que pour La Réunion, c'est quand même des millions d'euros qui sont en jeu et nous sommes malheureusement pas compétitifs par rapport aux pays de la zone. Les Républicains, votre famille politique, ont dans leur programme la suppression des 40%. C'est même un peu plus à La Réunion. Comment voyez-vous l'avenir concernant cette surrémunération? Il faut faire très attention. La surrémunération des fonctionnaires, pour moi, c'est quand même aujourd'hui des millions et des millions d'euros dans notre économie. C'est fragiliser quand même le pouvoir d'achat et je pense qu'il faudra y réfléchir à deux fois avant d'aller dans cette voie. Parce que n'oublions pas que le pouvoir d'achat reste quand même un élément essentiel dans notre économie. Nous sommes dans un pouvoir d'achat déjà fragilisé par rapport à la crise. Ne la fragilisons pas encore plus.
Ibrahim Patel, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors depuis le 1er mai, l'Europe est à l'honneur dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, une initiative pour rappeler aux populations des pays membres que l'Europe peut contribue à l'amélioration de leur quotidien. Est-ce que vous pensez que l'Europe aide suffisamment la Guadeloupe? Isabelle Hameau s'est chargée de vous poser la question. On regarde les réponses des Guadeloupéens. Oui. Et comme nous faisons partie de l'Europe, c'est tout à fait normal que l'Europe nous aide. C'est normal ça. Pourquoi non? Mais nous payons les impôts comme les Européens. Et nous sommes français. Nous sommes dans l'Europe et c'est tout à fait normal que ça se fasse. Hein? Okay. Je ne sais pas trop, mais d'après les reportages qu'on passe à la télé, donc lorsqu'il y a des travaux, donc il y a des affiches, l'Europe vous aide, bon, je pense que oui. Au niveau de l'Europe et la France, c'est la même chose. Un ne peut pas sans l'autre. Et est-ce que vous pensez qu'il aider la Guadeloupe? Ben, en toute façon, si la France aider, la Guadeloupe va aider. Parce que c'est l'ensemble, c'est français. N'est-ce pas? Je dirais non, hein. Pas suffisamment en tout cas. Enfin, il y a des efforts qui se font, mais dans l'ensemble, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'apports au niveau financier dans les projets qu'ils proposent. Voilà. Je pense qu'on l'aide bien, mais suffisamment, sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'on peut toujours mieux faire, hein. Il suffit de demander. Et le loto fête ses 40 ans. Chaque semaine, plusieurs millions de personnes tentent leur chance au jeu, mais seulement quelques sacrés vénards décrochent la grosse cagnotte. Devenir millionnaire vous fait-il rêver? L'argent serait-il un gage de bonheur? On vous écoute. L'argent fait le bonheur, hein. Parce que lorsqu'on a une belle voiture, on a le BM, on a tout ça, on est fiers. Et ça fait du bien. Les gens te respectent mieux. Quand tu es malheureuse, tu n'es rien. Alors moi, je voulais bien gagner, même au loto. Mais comme je ne sais pas jouer, je ne joue pas. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vie. Mais est-ce qu'on peut tout avoir? Est-ce qu'on peut être vraiment heureux toute sa vie quand on est millionnaire? Je dis oui, hein, parce qu'on a de l'argent. On fait des bonnes quoi? Si on est millionnaire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on a besoin quand même un petit peu d'argent pour faire un peu de tout. Pour voyager si on gagne, pour faire croisière, pour faire un peu de tout. L'argent, oui, je suis d'accord, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on peut avoir quand même un petit peu. On ne demande pas beaucoup, mais un petit peu quand même pour faire beaucoup de choses. On a à faire, quoi. Oui, l'argent fait le bonheur puisqu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut, on ne peut pas avoir une maison et on ne peut pas avoir une famille puisque quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas fonder un foyer. Et quand tu as une femme, tu n'as rien du tout, c'est pas ta femme. Ça dépend, ça contribue à le bonheur. Ça contribue à faire le bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Le bonheur, d'abord, c'est la santé. On ne peut pas dire vraiment que l'argent fait le bonheur. On peut avoir de l'argent et ne pas être en santé. Donc l'argent, dans ce cas-là, l'argent ne sert à rien du tout. Donc c'est vrai qu'il est vraiment utile d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre, subvenir à ses besoins. Mais même si on est riche, on est milliardaire et on n'a pas la santé, l'argent ne vaut rien du tout. Après avoir assigné le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre, Lucette Michaud-Chevry n'en démord pas. Elle entend saisir, au besoin, le Conseil d'État. Le président de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre s'est expliqué face à nos caméras à un entretien accordé à Nathalie Dinan et à Moïse Dexter. En 2014, du fait des compétences de la communauté de communes, nous avions la compétence eau et assainissement, puisque Capesterre est sorti du SIAG pour venir chez nous. Je ne l'ai pas demandé. C'est la réforme des collectivités territoriales. Et cette réforme, elle s'applique à tout le monde pour permettre à la paix et aux administrés de sentir qu'on est dans un état de droit. Il faut donc que l'État soit vertueux, que l'État soit le garant le plus puissant possible du respect des institutions. Vous dites que l'État a violé la loi. Je ne suis pas quelqu'un à dire sur l'État, à faire contre l'État n'importe quoi. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé
par un dialogue permanent envers l'État, qui dit quoi? Les textes sont formels. Ce transfert, cette sortie de Capesterre et cette entrée de Capesterre chez nous, il doit se passer quoi? Il faut un transfert de l'actif et du passif. Normalement, la commune reste propriétaire de son patrimoine. Nous aurons la gestion de ce patrimoine. Avec faut d'accord, la loi dit, c'est clair, le préfet prend un arrêté. Dans les de transfert. De transfert obligatoire. Il dit, voilà l'actif. Avec les moyens, l'actif et le passif. Bon, le passif, on doit certainement des choses qui ont été faites, on va les payer, mais on a un bilan. Voici combien de kilomètres de réseau qu'on a. Voici combien de réservoirs qu'on a. Voici combien de captages qu'on a. Voici combien d'administrés qu'on a. Voici pour l'assainissement combien de steps qu'on a, etc., etc. Qu'est-ce que le SIAG a fait pendant sa gestion et qu'est-ce que nous sommes redevables? Que reprochez-vous au projet du syndicat unique de l'eau? Le dossier fondamental de l'eau en Guadeloupe n'est pas une affaire de ressources. La Guadeloupe est l'île aux belles eaux. Il y a des périodes de sécheresse liées à la pluviométrie, mais la Guadeloupe est l'île et que le problème fondamental, prioritaire, c'est changer les réseaux parce qu'ils ont été enterrés depuis longtemps. Ils n'ont pas une grande surface, que maintenant on a des véhicules lourds et qui sont usés et qu'il y a de l'amiante. Donc, pour moi, c'est là que je dois engager la priorité des priorités pour que mes compatriotes aient de l'eau à Capesterre et dans la région. Vous parlez d'une politique du mensonge. On dit d'abord que tout le monde aura un prix unique de l'eau, c'est faux. On ne peut pas avoir un prix unique de l'eau à partir de la production, de la fourniture, parce que construire un réseau d'eau à Saint-Claude ou le construire à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas la même configuration géographique. En outre, on me dit, tout le monde aura de l'eau au robinet. Je dis non. Si on ne répare pas les canalisations qui à Capesterre ont une déperdition de 60%, si on ne répare pas la canalisation souterraine des Saintes qui perd 40 000 litres d'eau, arrêtons. Je demande à la préfecture pour saisir mon assemblée de me communiquer le protocole d'accord qui est mentionné dans le document. Et on me répond de la façon peu élégante. Voyez mes services. Donc, on a déclaré la guerre. Vous ne restez pas sans rien faire. J'ai des tonnes de lettres, j'ai des quantités. Et à un moment donné, la préfecture me dit, nous allons prendre l'arrêté, conformément à la loi. Et l'arrêté ne vient pas. L'affaire se durcit parce qu'au cours d'une réunion à la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre m'insulte. Pourquoi la préfecture est agressive avec moi, avec la CSBT, chaque fois que je parle du syndicat unique de l'eau? Mais j'ai mon réflexe de juriste. Je dis j'énerve, j'agace, c'est l'insulte, c'est pas un comportement. Vous empêchez de tourner en rond? Oui, mais c'est que le rond n'est pas rond, il est carré. Et là, on arrive au mandatement d'office. C'est le payeur qui m'informe du débit d'office. Prélever 2 400 000 € sur une collectivité, trésorerie, argent sous note, c'est quand même créer des difficultés. Au moment où on fait des réunions à la préfecture, on dit toutes les collectivités sont en faillite. Ça nécessitait de la part de la préfecture, même si Michaud empêche de tourner en rond, dans l'intérêt supérieur de l'économie de ce pays, qu'il y ait une information, qu'il y ait un dialogue. Donc finalement, votre seule réponse, enfin votre seul recours, c'est d'aller devant le tribunal administratif. Mais évidemment, la décision du tribunal administratif, moi je peux perdre, c'est pas ça qui m'intéresse. On m'a donné une tribune. Et j'en aurai d'autres. Je veux qu'à un moment donné, les représentants de l'État ne se comportent pas avec un sentiment dominateur sur les représentants du peuple. Dans ce combat contre la préfecture... C'est pas contre la préfecture. Je n'ai pas de combat ni contre celui-là. Contre celui-là, je demande simplement au préfet, aux représentants de l'État, donc je dis au gouvernement français, parce que ne me faites pas croire que le préfet ne signe pas l'arrêté,
s'il n'y a pas eu des instructions. J'étais 2 fois membre d'un gouvernement, je connais comment fonctionne la musique. Je connais comment le préfet ne prend pas de sa tête de dire je viole la loi. Paris a dit c'est ça et c'est ça. Et on trouvera des Guadeloupéens qui, pour soutenir la destruction du patrimoine guadeloupéen, parce que plus personne ne sait se tenir droit. Parce que, madame, la seule ressource qui nous reste, c'est l'eau. C'est une astuce pour payer moins d'impôts, le don à l'association, un geste de générosité qui peut s'avérer gagnant. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Première condition, votre don doit correspondre à l'un des 5 cas prévus par la loi. Le versement de sommes d'argent, le don en nature tel qu'une œuvre d'art par exemple, le versement de cotisations, l'abandon de revenus ou de produits. C'est le cas lorsque vous renoncez à des droits d'auteur au profit d'une association par exemple, mais aussi les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole. Deuxième condition, votre don doit être sans contrepartie. Si vous versez des cotisations à une association, les avantages institutionnels et symboliques que vous recevez ne sont pas considérés comme de réelles contreparties. Par contre, si vous recevez des biens de faible importance, cartes de vœux, insignes, etc., la valeur de ces contreparties ne doit pas dépasser un quart du montant du don avec un maximum de 65 € par an. Troisième et dernière condition, l'organisation bénéficiaire de votre don doit être sans but lucratif, avec un objet social et une gestion désintéressée, et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Une fois toutes ces conditions remplies, pour les dons effectués en 2015, vous pouvez bénéficier d'une réduction selon le tableau suivant. Pour les œuvres d'intérêt général et d'utilité publique et les organismes d'aide aux personnes en difficulté, vous pouvez obtenir une réduction maximale de 20% du revenu imposable. C'est aujourd'hui le début d'un long week-end pour ceux qui feront le pont demain. Certains auront même jusqu'à 4 jours de repos, des vacances qui permettent à certains de s'offrir la plage, la rivière, mais aussi des séjours en hôtel. En Martinique, les professionnels se frottent les mains, car en cette période de basse saison touristique, la clientèle locale est un véritable pain béni. Louise Sabas. Un week-end prolongé et la Martinique prend des airs de grandes vacances. Les plages sont prises d'assaut. Pour cette professionnelle de la restauration, la combinaison jour férié, pont et week-end est de bon augure. Elle a ouvert spécialement ce jeudi pour accueillir la clientèle. Pendant les jours fériés, la clientèle est différente. Elle est locale. Donc ça veut dire que nous travaillons mieux. C'est des jours fériés qui nous permettent en quelque part de survivre pendant cette période creuse. Ça représente environ 20% de la consommation en semaine. Une clientèle qui seront aussi dans les hôtels. Celui-ci afficherait entre plus 25 et 30% de fréquentation. Qu'il y soit pour la journée ou plus, la période rime avec famille et farniente. J'ai profité de ce jour férié pour venir passer la journée avec ma fille et ma soeur. Donc on profite tranquillement, puis demain il y a le pont. C'est un budget, mais si on s'est organisé, on s'y est pris à temps, c'est vrai qu'on a l'opportunité de faire les choses. Parce que c'est vrai qu'on est dans le train-train du quotidien, donc on n'a pas forcément le temps pour soi. Donc on en profite, c'est vrai qu'avec les enfants, il faut trouver le temps justement. Dans cet autre établissement, le taux de remplissage pour ces quelques jours atteint 98%. Un quart de la clientèle est locale, des chiffres habituels lors des longs week-ends. La clientèle locale, elle est très attachée à Pierre et Vacances, et donc chaque fois qu'il a un pont, qu'il a une possibilité de venir passer le week-end ou quelques jours chez nous, oui c'est vrai, heureusement on est très content de cette clientèle. Et après on a 20-25% que c'est la clientèle locale qui vient passer les 4 jours, on va dire de jeudi à dimanche chez nous. Dans le sud, les week-ends prolongés semblent apporter une bouffée d'air frais à l'économie, alors que la période touristique s'achève. Restez avec nous dans un instant. L'association Salsa Mania qui s'apprête à fêter ses 18 ans d'existence. Et puis, coup de projecteur sur une jeune entrepreneure guadeloupéenne qui a lancé sa gamme de maillots de bain entièrement réalisés au crochet. La 6e édition du Salon de la Santé et du Bien-être s'est ouverte au Palais des Sports du Gosier. Pendant 4 jours, des professionnels de la remise en forme et des conseils en nutrition seront à votre disposition pour vous informer sur les solutions adaptées à vos besoins. Reportage Karen Diama. Pour trouver de bonnes astuces santé et bien-être, Ingrid vient chaque année à ce salon qui offre un large choix de produits pays aux multiples vertus.
J'y viens chaque année parce que c'est une concentration des artisans locaux qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Par exemple, le stand où on se situe, c'est de la production qui revient de l'île des Saintes. Et voilà, les produits à base de bois d'Inde locaux de chez nous, on ne le trouve pas forcément partout. Ou sinon dans certaines pharmacies, mais bon, c'est plus cher du coup. Donc chaque année, je reviens plus particulièrement pour ce stand-là ou encore pour d'autres stands de plantes médicinales, etc. Et chaque année, il y a de nouveaux exposants, donc ça permet aussi de découvrir d'autres artisans ou des nouveautés en matière de bien-être. Ici, 70 stands ont été mis à la disposition d'un public de plus en plus demandeur de remèdes naturels pour soigner les différents maux du corps. On est tous adeptes de sa santé, on aime sa santé avant tout, hein. Donc c'est sur une demande de plusieurs exposants et tout. Et nous avons fait ce salon pour que les gens puissent avoir des informations, d'où le petit jardin médicinal sur les plantes médicinales, comment les utiliser, parce qu'on peut se soigner avec tout ce qu'on a en Guadeloupe, on est assez riche pour ça. Chaque année, on trouve de nouvelles technologies, de nouvelles plantes qui sont mises à l'honneur, d'où le moringa qu'on en parle assez souvent maintenant. Et le moringa, Isabelle le propose sur son stand de produits 100% naturels, racines en nous, qui attirent pas mal de visiteurs. On a les produits de la Guadeloupe, enfin des Antilles, mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent d'Afrique, comme le moringa qui pousse dans les pays africains, dans les pays indiens. Donc on pense que ça a été ramené par les Indiens. Le moringa, c'est un complément alimentaire qui est très très bon pour la santé. Donc ça fait l'équilibre du corps. On a toutes les vitamines, oligo-éléments et toutes les vitamines dans le moringa. Ça nettoie très très bien le corps, donc c'est bon pour le diabète, pour le cholestérol. On sait très bien que le moringa est très très bon pour la santé. Les gens réduisent de plus en plus leur pharmacie, donc ils préfèrent se rabattre sur les produits qui sont dans nos jardins, dans nos plantes, parce que normalement on doit consommer ce qui est autour de nous. Outre les remèdes naturels, d'autres remèdes attirent l'attention, comme cette pyramide d'ondes énergétiques que nous avons testée pour vous. Il y a toute une circulation, mettez-vous à votre aise, d'énergie qui se fait à l'intérieur de la pyramide. Le but justement est d'évacuer toutes les énergies négatives, les énergies usées, qui sont justement responsables des problèmes de santé. Il faut savoir que tous nos problèmes de santé, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiologiques, sont dus à des perturbations de la circulation d'énergie dans le corps. Cette énergie, comment rentre-t-elle dans notre corps? Parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'énergie autour de nous, que cette énergie est absolument indispensable à la vie, indispensable à toute vie. Cette énergie va rentrer dans notre corps par nos centres énergétiques, comme vous voyez là-bas, que sont nos chakras. Alors nos chakras, ils tournent, en même temps qu'ils tournent, ils pompent l'énergie, ils envoient l'énergie dans le corps. L'énergie va circuler dans tout le corps à travers les canaux de circulation d'énergie que sont nos méridiens, afin d'alimenter tous nos organes, tous nos tissus en énergie. Avec cette 6e édition, les organisateurs ont su apporter à la population une offre de soins différente des secteurs industriels. 18 ans, ça se fête et c'est ce que compte bien célébrer l'association Salsa Mania. Samedi, elle accueillera les aficionados de danse latine dans un lieu très prisé de la ville du Gosier. Isabelle Hameau a rencontré l'équipe en pleine préparation. Plusieurs centaines de Guadeloupéens ont été éveillés au rythme de cette musique latine. La salsa, une activité fédérée principalement par l'association Salsa Mania, qui fêtera prochainement ses 18 ans. Alors 18 années pour nous, c'est effectivement l'âge de la maturité. Nous sommes, on va dire, pratiquement des adultes et nous allons faire un signe assez fort sur la jeunesse. Autant nous allons appeler tous les pionniers à être présents pour présenter, pour faire ce lien entre la nouvelle génération et cette génération qui est fondatrice, autant nous allons pouvoir présenter des prestations avec cette jeune génération qui prend la relève au fur et à mesure. Et nous aurons effectivement de la prestation de salsa, de kizomba et de bachata. 18 années de cours, de stages et d'échanges culturels et artistiques qui ont fait émerger des amoureux de la danse latine un peu partout en Guadeloupe. L'association compte une centaine d'adhérents et de nombreux sympathisants. Ce serait quand même prétentieux de le dire, mais on peut le dire effectivement. 18 ans de manifestations, de développement,
Nous avons aujourd'hui le bonheur de dire que dans chaque commune, il y a des formateurs. Il y a une dizaine d'associations fortes qui œuvrent dans toute la Guadeloupe. Nous avons depuis Saint-Claude jusqu'à Saint-François des organisations. Et aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui veut sortir et s'amuser dans la salsa peut trouver tous les jours une manifestation pour pouvoir se détendre et se divertir. Donc notre contribution, je pense qu'elle est totale. Et preuve en est le nombre de salseros grandissant. De la salsa, oui, mais pas seulement. Pas que de la salsa, puisque nous sommes une association culturelle qui embrasse tout ce qui est latino. Donc nous avons la bachata, nous avons le merengue, j'allais dire la biguine parce que nous sommes dans ce milieu caribéen. Et nous avons des incursions de kizomba. C'est donc au rythme afro-latino-caribéen que passionnés ou simples amateurs souffleront les 18 bougies de Salsa Mania samedi soir au Gosier. Et le crochet, une pratique démodée pour certains, mais pas pour d'autres. Une jeune créatrice guadeloupéenne, Sylviane, a même développé une gamme de vêtements et d'accessoires entièrement réalisés au crochet. Elle nous a ouvert les portes de son salon, devenu son atelier, lieu de création. Linda Kayarsi. Depuis 4 ans, Sylviane a fait de sa passion une activité. La passion du crochet est arrivée par mes tantes et mes cousines. Entre nous, depuis adolescente, on faisait du crochet. Et puis aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas proposer des vêtements en crochet. Moi, comme je suis, on va dire, très attirée par la plage, donc je me suis consacrée à confectionner des maillots de bain, des chapeaux, en fin de compte tout ce qui entoure la plage. Une ligne de vêtements moderne, colorée, une collection dynamique qui redonne au crochet ses lettres de noblesse. Je regarde un petit peu la mode actuelle et je confectionne tout ce qui correspond à un article en tissu ou autre. On va dire en une journée, je peux faire un ensemble, voire 2 ou 3 maillots de bain. Finir le maillot de bain et après personnaliser, ça va me prendre un peu plus de temps parce que le maillot de bain en lui-même ne demande pas beaucoup de temps. C'est, on va dire, personnalisé. C'est ce qui prend plus de temps. Avec les années et non sans peine, Sylviane a réussi à faire du maniement du crochet une marque, tout un savoir-faire. Je suis mon inspiration. Après, je me dis pourquoi pas rajouter du tissu. Je me suis rapprochée d'une couturière et de façon à ce que la couturière, elle, par exemple, cette bande-là, je peux lui demander de me mettre cette bande-là en tissu qui, effectivement, a sorti avec le maillot de bain. Je lui donne mes idées et elle coud. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on a ce résultat-là. De maille en maille, la créatrice compte encore aller plus loin. Son objectif, étoffer sa ligne de maillots de bain et d'accessoires. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout déjà faire connaître ce que je fais, apprécier ce que je fais et donner une valeur à ce que je fais. Éventuellement, pourquoi pas donner des cours, faire découvrir ce que c'est le crochet. Il y aura mon atelier qui est on va dire en travaux. Éventuellement, faire découvrir que le crochet n'est pas mamie, mais le crochet peut être, on va dire, une mode comme tous les autres. Sylviane et le crochet, une longue histoire d'amour, de création, encore pleine de surprises. Depuis un mois, touristes et locaux peuvent apprécier la curiosité géologique de la commune de Sainte-Marie en Martinique. Son îlet, accessible par un tombolo, un bras de sable dégagé par la mer. Pour se rendre sur l'îlet, Marie Tricot et Mathieu Hortzmann nous embarquent pour la visite. Alors tu vois, c'est ici. Mais normalement, tu as 1 mètre d'eau ou 50 cm d'eau. Tu peux pas passer, c'est tout mouillé. Tout mouillé, sauf quand les vagues se séparent pour libérer un chemin inattendu. Cette famille en vacances découvre le tombolo pour la première fois. Je n'irai pas jusqu'à dire que marcher sur l'eau, mais où la mer s'écarte. 200 mètres à parcourir avant de rejoindre l'îlet Sainte-Marie. Encore quelques marches à escalader. Voilà, on est au sommet. Et oui. La vue devient imprenable. Le bourg côtoie l'horizon, tandis que la langue de sable s'étale en détail aux pieds des touristes. Il y a beaucoup de coins cachés à Martinique et qu'il faut vraiment beaucoup visiter, il faut oser aller dans les coins reculés pour voir des belles choses comme ça. Des belles choses, rares aussi.
Le tombolo, cette langue sablonneuse qui relie l'îlet à la terre ferme, est un phénomène naturel peu courant à l'échelle de la planète. Les houles viennent de l'est, donc elles viennent de cette direction. Quand elles arrivent sur l'îlet, elles vont contourner l'îlet, donc vous avez un phénomène qui est appelé la diffraction. Les houles vont se scinder en deux de part et d'autre de l'îlet, et en se scindant en deux de part et d'autre de l'îlet, elles vont raboter les marges de l'îlet et extraire des sédiments, grignoter, si j'ose dire, progressivement l'îlet, et ramener les sédiments sur la face protégée au vent, c'est-à-dire sous le vent, donc sur la zone sur laquelle nous sommes. Fermé la moitié de l'année, le tombolo ne se dévoile qu'en période sèche. Si aujourd'hui, il permet à tous de partir à la conquête des mystères de son îlet, il y a encore quelques dizaines d'années, il était recouvert de rails pour permettre le transport de la canne. Depuis le bourg, où arrivaient de nombreux voies de chemin de fer qui apportaient la canne, étaient installés du bourg jusqu'à l'îlet sur le tombolo, donc des rails qui arrivaient jusque-là, qui transportaient la canne ici, et la canne était ensuite chargée donc sur les bateaux qui partaient donc sur Saint-Pierre ou ailleurs pour être transformés. Si le visiteur peut observer ces vestiges de l'industrialisation en baissant la tête, il doit lever les yeux pour apercevoir les seigneurs du domaine. Ah oui, elles sont bien arrivées. Hein. Arrivés depuis l'Amérique du Sud, les sternes de Dougal sont en train de pêcher, bien à l'abri sur ce site protégé. On est sur le territoire français, le deuxième site de reproduction nationale après la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même en Outre-mer que ça se passe, grosso modo. Et effectivement, ici, elles ont jeté leur dévolu sur certains îlets de la Martinique, et notamment l'îlet Sainte-Marie. Plus de 300 couples nichent à flanc de falaise le temps de la reproduction. Menacés d'extinction, les sternes de Dougal sont devenus le symbole de la fragilité d'un îlet lui-même condamné par l'érosion. En plus, on a essayé de faire repousser un petit peu des herbes pour essayer de protéger. Alors pour préserver ce bijou de la nature, ses gardiens le chérissent avec patience. Des gabions en bois qui sont faits à partir d'un bois qui est le mahogany, un bois qu'on cultive ici, qu'on éduque pour en faire donc, du bois d'œuvre et de l'ébénisterie. Et donc bon, là, il arrive en fin de vie, hein, il a 3-4 ans, donc on va le changer. Mais il a fait son travail. Vous avez vu ici, il y a un remplissage en fait du gabion qui fait qu'il y a une horizontalité avec quand même une circulation d'eau qui se fait et qui permet en fait aux matériaux d'être stockés ici, de remonter donc le niveau donc, du plancher et de limiter beaucoup fortement l'érosion. Longtemps resté dans l'anonymat, le tombolo a vécu sa renaissance en 2012 lorsque la commune a décidé de l'ouvrir au public. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs arpentent sa bande de sable pour le souvenir d'un aller-retour impérissable. Une merveille de la nature. Tout de suite, quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Faites des réserves d'eau si vous habitez les quartiers de Chastel ou dans la Bussy, Perrin-Vieux-Bourg, à Morne-à-l'Eau ainsi qu'aux Abîmes. Plusieurs quartiers vont subir des coupures demain avec un retour à la normale prévu samedi. Et enfin, si vous voulez donner un peu de votre sang, une collecte aura lieu samedi au Gosier face au géant casino à Bas-du-Fort de 8h à 13h30 et lundi à Port-Louis face à la mairie de 8h30 à 13h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.